Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'un rapport qui est sorti sur Cointelegraph qui nous donne un petit peu la tendance pour mai 2023 en ce qui concerne tous les marchés crypto. C'est un rapport qui est extrêmement bien détaillé, donc du coup, ça me tenait à cœur de vous le montrer. Et on va également faire bien entendu l'analyse habituelle, c'est-à-dire, on va dire fondamentale, technique et sentiment sur Bitcoin, Ethereum. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et également, et ça c'est important, mettre un like, éventuellement un commentaire d'encouragement. On est là sur ce rapport qui nous est donné par Cointelegraph et que j'ai trouvé extrêmement complet. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, il survole, on va dire, d'une manière relativement très bien singularisé et très bien synthétisé tous les secteurs de la crypto. Vous voyez ici, on a un score global, enfin vous le voyez pas, mais en fait on a un score global pour l'investissement crypto qui est en haut ici à droite de 3,2 et vous voyez qu'à chaque fois on donne un score, c'est-à-dire est-ce que c'est bullish de 1 à 4 globalement, de bearish à bullish, quelles sont les conditions du marché. Ici on voit également les grosses highlights, c'est-à-dire les choses à mettre en transparence, un petit peu à voir, à mettre en avant. Et ici on voit qu'il y a eu pas mal de volatilité entre le 25 et le 1er mai et puis ensuite donc un passage de 27,2 à 30 000 $, et puis ensuite on a corrigé. Ici également le marché de la DeFi qui est extrêmement volatile, la nouvelle hype qui concerne les tokens BRC20, un retour d'intérêt très important, ça on en a beaucoup parlé sur la chaîne, sur le CME, les options au niveau du CME qui ont pris énormément d'open interest et qui actuellement touchent des plus hauts historiques, avec un open interest concernant le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout simplement pour les institutionnels le meilleur moyen d'avoir une exposition à la crypto sans se mettre à dos les régulateurs. Donc, vous n'investissez pas directement sur des assets numériques, vous investissez tout simplement sur un ETF Bitcoin qui lui-même est plus ou moins basé sur les futurs, et vous avez également bien entendu des options sur le prix du CME, etc. Enfin, ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps connaissent bien le CME. Ensuite, on voit que les Venture Capital Investment, c'est-à-dire les sociétés de VC, de capital d'investissement crypto, ont vu des investissements qui ont relativement bien augmenté également, autour de 168,7%. Le marché des NFT qui prend une petite claque, la GameFi, le mining également avec des... on va le voir quand on va aller voir directement le secteur du mining, et l'entrée de JP Morgan qui fait son partenariat avec ShareGain pour pouvoir créer des moyens de collatéraliser des securities du monde réel pour tout simplement, on va dire, faire avec du real world asset, c'est-à-dire des assets du monde réel, des actifs du monde réel, et bien pouvoir créer des blockchains un petit peu équivalentes qui permettent de trader ces actifs 24/24. Globalement, voilà un peu l'idée de ce rapport. Vous le voyez ici sur Bitcoin, on a un score, vous le voyez pas ici en haut, je vais peut-être bouger la caméra du coup. Pardon. Voilà, je vais bouger la caméra ici. Vous avez un score de 4 pour tout ce qui concerne Bitcoin. Score de 4, pourquoi? Parce que tout simplement, on voit ici que Bitcoin est en train de se reprendre sur le long terme. Bon, ça, c'est pas une nouvelle. On est passé de 15 000 à 30 000 $, donc c'est plutôt encourageant. On voit ici sur le MACD une très jolie divergence haussière, c'est-à-dire que on a le prix qui augmente et en fait, finalement, le stochastique qui lui-même est dans une divergence également au-dessus du prix, vous le voyez. On a également des choses qui sont plutôt encourageantes, à savoir que effectivement, alors pour Bitcoin, ce qui va vraiment ici importer, ça va être plus ou moins les taux d'intérêt de la Fed. On est probablement ici pas loin d'un moment où la Fed devrait calmer un petit peu sa hausse des taux d'intérêt. Powell nous l'a un petit peu confirmé dans la semaine, donc du coup voilà, c'est des choses qui sont plutôt encourageantes pour la crypto au niveau du mois de mai.
pour le Bitcoin en tout cas. En ce qui concerne la DeFi, eh bien, ce qu'il est intéressant de regarder, c'est que Tron a beaucoup de daily active users. Vous voyez 2 500 000. Personnellement, pour finalement une total value locked, donc daily active user, c'est les gens qui vont l'utiliser tous les jours, et total value locked, c'est on va dire les gens qui vont le stacker, qui vont locker de la valeur sur cette blockchain là en l'occurrence. Ici, ce qui est intéressant de regarder pour moi, c'est que Tron est quand même généralement un asset qui est relativement mal aimé et un petit peu boudé par les investisseurs, ce qui est normal puisqu'il a tendance à copier en fait finalement pas mal de choses qui fonctionnent et qu'on n'aime pas du tout son fondateur, à savoir Justin Sun, qui est un personnage un petit peu sulfureux. Et en l'occurrence, d'une certaine manière, on le voit ici la TVL sur la DeFi qui finalement se balade un petit peu sideways, c'est-à-dire en crabe. Vous le voyez ici sur le mois d'avril, on était à 50 milliards, on est remonté à 52 milliards et là on est redescendu à peu près à 49. D'une certaine manière, on a eu des avancées quand même dans le domaine de la DeFi qui sont relativement intéressants. Le stacking sur Ethereum aussi qui est vraiment intéressant, et ce qu'on peut voir aussi, c'est que peut-être que d'une certaine manière, on va pouvoir ici, grâce au stacking Ethereum et au destacking possible, on avait parlé de l'update Shanghai, est-ce que ça allait du coup avoir une pression baissière, le fait que ces gens-là puissent déstacker leur Ethereum, et en fait pas du tout. On s'est rendu compte que finalement le stacking d'Ethereum avait été suffisamment bien étudié pour garder ce niveau à peu près cohérent du 3-4% de yield, et donc du coup nous c'est ce qu'on avait dit, il y a des gens qui effectivement vont sortir et il y a des gens probablement qui vont rentrer tout simplement parce que leur rentrée était conditionnée au fait qu'ils puissent sortir pour rentrer, donc voilà, ça rend finalement l'institutionnel, le stacking institutionnel un petit peu plus possible sur Ethereum. Vous voyez Ethereum qui stack une bonne partie quand même de la total value locked avec 44 milliards en tout. Bien évidemment moins de active users parce que quand vous faites des frais de transaction, vous essayez de passer par des layer 2, mais c'est pas vraiment ce que Ethereum cherche à faire. J'ai envie de dire qu'Ethereum cherche plutôt à être la bande passante, on va dire le château fort, la sécurité, et vous avez les layer 2 qui vont s'occuper plutôt de la scalabilité. Ethereum va gérer ses problèmes de scalabilité un petit peu plus tard, mais pour le moment déjà, il a quand même réglé une partie de ses problèmes de frais de transaction. Ici, le minage, le mining, intéressant de voir, vous le voyez ici, je vais rebouger la caméra à nouveau, je vais peut-être, pardon, autant pour moi, essayer de vous la bouger comme ceci. Désolé, en même temps, je m'occupe sur le... Donc là, on a un score de 4, vous le voyez ici sur Ether, et vous voyez ici les frais qui ont été générés par les ordinals, donc du coup, justement, les fameux tokens BRC20, qui ont quand même pas mal plombé les frais de transaction ces derniers temps, mais c'est plutôt encourageant pour les mineurs, puisque plus de frais de transaction égale plus de Bitcoin gagnés par les mineurs, donc en l'occurrence, sur le minage, on n'est pas trop mal. La mauvaise nouvelle, c'est que Intel a annoncé arrêter de produire des ASICs. Donc du coup ça va probablement augmenter le prix des ASICs à court ou moyen terme, et on a aussi bien sûr la régulation sur le minage aux États-Unis qui est plus ou moins en train de mettre en place une taxe de 30% sur les bitcoins qui ont été gagnés, ou en tout cas sur les plus-values qui sont faites par les mineurs. La régulation, on y vient justement avec un score de 2. Vous le voyez ici, tout ce qui est MiCA, donc la régulation finalement européenne qui a été mise en place. Pas mal de gens qui finalement sont pour cette régulation d'une certaine manière, le reste du monde qui regarde un petit peu l'Europe comme innovatrice, en tout cas un des premiers à mettre en place une régulation. Cette régulation, elle n'est pas parfaite, elle est même peut-être trop complexe pour être vraiment bien utilisée, mais elle a le mérite d'exister. On le voit et on le verra peut-être dans les articles que je vais vous montrer aujourd'hui si j'ai le temps de passer dessus. Finalement, une certaine partie des personnes qui sont déçues par l'attentisme américain, c'est-à-dire peu de régulation aux US, on dit qu'il va y avoir une régulation, mais on ne sait pas réellement où on va, etc. Finalement, on a des entreprises qui commencent à migrer vers l'Europe, puisque là, au moins, ils savent que la régulation est plus ou moins déjà mise en place, plus ou moins claire, ils savent où ils mettent les pieds, et bien entendu, les attraits de Hong Kong et surtout Dubaï par rapport à la crypto, qui effectivement sont plutôt crypto-friendly dans ce sens-là, mais en tout cas, la régulation aux US, bien entendu, il n'y aura pas de nouveau bull run sans
réelle mise en place d'une régulation intéressante. En tout cas, pas de bull run, on va dire, explosif. Les marchés dérivés avec un score de 3, vous le voyez ici. Les options qui varient pas mal. Vous le voyez ici, on commence à toucher des points où peut-être qu'on va recroiser dans l'autre sens. Donc on est plutôt baissier sur ce niveau-là. Le BTC, le Annualized Basis Yield, qui lui également a une tendance relativement baissière. Là, vous voyez pas la fin de la courbe, mais globalement, c'est ce que vous pouvez voir. Concrètement, bien évidemment, on a eu une action de prix qui a quand même été, depuis un certain temps, très légèrement baissière, en tout cas depuis le début du mois. Ce qu'on peut voir également donc dans les bons points, c'est qu'effectivement, sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, on est quand même ici extrêmement volontaire du côté des institutionnels pour venir investir sur Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Malheureusement, c'est pas une exposition directe, donc ça n'a pas d'action sur le prix. Ce retour des institutionnels là, étant donné que tout cela est basé sur un ETF qui n'est pas un ETF spot. On n'a toujours pas d'ETF spot aux États-Unis et c'est un gros problème puisque si on avait un ETF spot, sur cet ETF là, il serait obligé d'acheter du vrai BTC sur le spot pour pouvoir maintenir finalement ces niveaux d'investissement là à 1 pour 1. Un asset égale ce que j'ai acheté. Si j'achète du Bitcoin papier sur un ETF spot, à ce moment-là, j'ai un vrai Bitcoin qui est stocké quelque part pour moi. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas puisque malheureusement, on n'a pas de TS Spot aux États-Unis. Les venture capital, alors c'est mitigé. C'est mitigé au sens où, vous le voyez, c'est tombé en flèche depuis avril 2022. L'investissement dans la crypto de la part des venture capital a fortement diminué. Mais à l'inverse, on voit depuis mars-avril un retour, peut-être un bottom ici qui est en train de se poser. On avait un petit peu la même chose entre janvier et février, et on a eu la même chose finalement entre mars et avril, des investissements crypto qui se font probablement dans des très bons domaines, au sens où désormais, étant donné que c'est plus risqué, on ne peut pas investir sur n'importe quoi, là où par le passé il suffisait de jeter des dollars un petit peu en l'air et vous aviez d'autres dollars qui retombaient. On est finalement dans cette logique d'un bear market, c'est-à-dire que vous avez quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les venture capital sélectionnent les projets pour lesquels ils vont mettre de l'argent, donc c'est relativement plutôt en ce moment que vous devez suivre qu'est-ce qui se passe du côté des gros VCs pour éventuellement rentrer dans les mêmes projets en même temps qu'eux. En tout cas, relativement intéressant. C'est dommage qu'il n'y ait pas ici... vous le voyez, on le voit d'ailleurs un petit peu, je vais rebouger la caméra encore une fois. On le voit un petit peu, quels sont les secteurs qui finalement attirent les VCs. Donc, vous le voyez qu'il y a eu 15 deals dans la DeFi, donc ça représente à peu près 30% du total. Le Web3 qui a la part belle également avec 26%. Les infrastructures, 24%. La CeFi, donc la finance centralisée, 14%. Et le dernier étant les NFT avec 6% seulement. Les NFT, on y vient justement aussi avec, là pour le coup, un très large déclin. On le voit ne serait-ce que entre mars et avril, on fait à peu près... je dirais moins 60% là-dessus, donc ça c'est pas très bon pour les NFT. En ce moment, bien évidemment, le marché des NFT est en train de se purger. On a un score de 2 sur la totalité des NFT, et d'une certaine manière, le marché est en train finalement, sur les NFT, de vraiment faire le lien entre qu'est-ce qui est, quel JPEG on va dire ont de la valeur, et quels sont les autres qui n'en ont pas. Donc ça c'est intéressant aussi, les projets qui se lancent en ce moment et qui ont un petit peu de hype auront probablement énormément de hype si jamais on repart dans un contexte positif au niveau de la crypto. Ensuite on passe sur la GameFi, c'est-à-dire on va dire le Earn to Play, ou en tout cas vous le voyez qu'un score de 3, ou en tout cas tout ce qui va avoir trait aux jeux crypto, etc. Vous comprenez de quoi je parle. On voit ici d'une certaine manière les monthly average users, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent ces jeux, qui est un petit peu sur le déclin. Entre mars et avril, vous voyez qu'on a perdu 400 000 users en termes mensuels. Par contre, on a quand même des nouveaux qui rentrent. Vous le voyez ici, 420 millions de users qui rentrent en avril. Un peu moins que ce qui était rentré en mars, mais d'une certaine manière, on est peut-être en train de se stabiliser ici autour des 1,5-2 millions. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que c'est pour ça que ça donne un score de 3 de ce côté-là. Et bien évidemment, c'est des marchés qui peuvent proposer un gros intérêt par la suite. En ce qui concerne les actions crypto, vous voyez qu'on a un score de 3
Alors score de 3, ici on a un petit panachage des différentes actions crypto. Vous voyez que sur le mois de, donc là je pense qu'on regarde le mois d'avril, oui c'est ça en pourcentage, Coinbase a été plutôt baissier par rapport à de la régulation et par rapport à des choses qui se sont passées bien évidemment autour d'eux. Marathon qui est donc un des plus gros mineurs qui lui a été plutôt haussier. Riot Platforms qui a été plutôt haussier également, c'est un autre gros mineur. Et CleanSpark, on va dire qui est le mineur un peu clean, un peu avec de la jolie technologie bien renouvelable qui prend la part belle de cette histoire avec une très belle poussée haussière. MicroStrategy, qui est bien évidemment et également très corrélé au Bitcoin, qui est à la hausse également, en tout cas sur le mois d'avril, bien évidemment. Là, ce qu'on regarde, c'est le mois d'avril. Ce rapport est sorti début mai, donc du coup, c'est des prévisions par rapport un petit peu, on va dire, à ce que peut donner la crypto dans le futur. Et on terminera, je pense, par les... il y a encore 2 ou 3 petites choses que je vais vous montrer après. Mais tout ce qui est security token, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je vous le disais, la tokenisation d'assets du monde réel. En l'occurrence, ce qui est peut-être intéressant ici à regarder, c'est l'entrée de gros acteurs comme JP Morgan. Personnellement, mon avis sur ce marché, c'est que c'est d'une certaine manière le futur de la crypto, oui. C'est-à-dire que la finance doit devenir tokenisée, tout simplement pour que ça soit extrêmement intéressant de pouvoir trader 24/24 sur des tas d'assets, et ce, avec bien évidemment l'accord, on va dire. Vous savez que le S&P 500 et le Nasdaq sont plus ou moins cotés par des sociétés, S&P Global et Nasdaq. Et ces sociétés-là, si vous voulez intervenir sur ces indices-là et ces choses-là, il faut qu'il y ait de la liquidité. Pour le moment, si jamais on lançait un ETF ou quoi que ce soit, ou même une tokenisation d'un ETF comme ou d'un marché dans sa globalité, un petit peu comme le S&P, le problème qu'on aurait, c'est qu'il faudrait matcher le montant de liquidité tout de suite, le montant de liquidité qu'on a tout simplement, et ça veut dire assez peu de volatilité qu'on a sur le marché réel, et il faudrait assez vite matcher cette chose-là avec la blockchain en question. Donc le problème que ça pose, c'est au départ, si on lance ça, ça va être quelque chose qui va être beaucoup trop volatile pour vraiment être attirant. Mais si jamais les market makers s'y mettent et que des grosses entreprises s'y mettent, et là en l'occurrence on le voit avec JP Morgan qui est quand même la plus grosse banque du monde, et bien à ce moment-là, la liquidité peut être là, et à ce moment-là, bien évidemment, on peut éventuellement avoir quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, ce côté real world asset, etc., il n'est pas encore viable. Il est intéressant pour le futur, et vraisemblablement, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. On voit ici les secteurs qui cartonnent bien avec l'immobilier dans un premier temps, la finance et l'immobilier dans un premier temps, finance et banque qui représentent uniquement 10%, tout ce qui est art, loisirs, etc. 9%, tout ce qui est blockchain 4%, technologie 4%, et tout ce qui est software 2%. Donc pour l'instant, celui qui fait la part belle un petit peu de cette histoire-là, c'est tout le secteur de l'immobilier et de tout ce qui va être le lending et le prêter de l'argent et récupérer de l'argent en collatéral. Ensuite, je pense qu'on est sur la fin. Voilà, on nous explique ici l'équipe qui a fait, et je trouve que ce rapport est plutôt bien fait, plutôt didactique, plutôt amusant à regarder d'une certaine manière, et en tout cas plutôt bien synthétisé. C'est pour ça qu'on se permet de passer une petite vingtaine de minutes dessus pour voir un petit peu où en est le marché crypto en ce moment, qu'est-ce qu'il se passe, et quelles peuvent être éventuellement les choses en avant. Allez, on passe sur BTC face au dollar, analyse en daily. Pour le moment, le support des 26,5 qui tient. Vous voyez qu'on fait des mèches en dessous, mais on n'arrive jamais à faire un corps de bougie entier en daily dessous. Donc pour le moment, ça tient. Attention, est-ce que là, on est dans une période où on est en train de réaccumuler? Est-ce que les bulls vont gagner, et c'est-à-dire qu'on va réussir à aspirer ici toute l'offre dans la zone des, on va dire, 26,5 jusqu'à 27,4 à peu près, 27,2, 27,4. Ou alors est-ce qu'on va percer, et est-ce que du coup c'est les baissiers qui vont gagner, où on est un petit peu le sentiment de ce côté-là. Ici, pas vraiment de structure pour le moment, vous le voyez, on était ici peut-être en train de créer une structure haussière, et finalement là on n'arrive pas à faire un plus haut, donc sur le 4 heures c'est pas génial. On est en train de passer potentiellement sur un 4 heures qui est baissier, en tout cas si à partir de là on se retourne pas et qu'on ne fait pas un plus haut qui littéralement soit plus haut que celui-ci, auquel cas on donnerait vie à une 4 heures qui aurait un petit peu cette gueule là.
avec un plus haut ici plus haut que le précédent, donc une structure 4 heures qui somme toute est haussière, et à l'inverse, si jamais bien évidemment on perce ici, et bien à ce moment-là on se retrouvait avec une 4 heures qui a plus ou moins ce côté-là, c'est-à-dire aller en bas. Pour le moment, pas mal d'incertitudes, assez difficiles. L'incertitude, elle tient à quoi? Elle tient pour beaucoup de choses, tout simplement au fait qu'on a des questions qui se posent aujourd'hui beaucoup, qui se posent d'abord sur est-ce que l'inflation va plomber, hein, bien évidemment, ça c'est la première. Deuxième, quelle va être la régulation? Troisième, est-ce que on va enfin arriver à un accord en ce qui concerne le plafond de la dette américaine? Et ça, c'est un vrai souci, c'est-à-dire que si les Américains ne peuvent pas payer leurs factures et qu'ils se retrouvent en cessation de paiement, on va dire, ou en tout cas en insolvabilité, ça peut créer bien évidemment un risque systémique pour le marché mondial dans son ensemble. Et du coup, j'enclenche sur la news, on fera Ethereum plus tard. Et du coup, on voit en ce moment, alors c'est peut-être ici que je vais vous trouver, voilà, on voit que Biden finalement est un petit peu dans l'impasse. En ce moment, Biden il est en voyage, donc du coup il appelle McCarthy, qui est un petit peu son rival par rapport à cette histoire-là. Ce sont les deux qui négocient ensemble. Et globalement, ce que nous dit Biden au travers de tous ces appels-là, je pense que c'est peut-être celui-là. Oui, c'est celui-ci. Eh bien, ce que nous dit Biden, c'est que pour le moment, ce que lui propose McCarthy est plus ou moins inacceptable. Donc, on est sur un bras de fer en ce moment. L'un qui dit, regarde, tu vas faire couler l'économie américaine tout simplement parce que tu veux pas que je termine mon mandat dans des bonnes conditions. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, oui, le plafond va être rehaussé. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Ils vont arriver à un accord. Mais au plus on avance dans la deadline, puisqu'on a désormais une deadline qui est au 1er juin. Si jamais je vous montre, je vais essayer de le faire. Je me mets juste en screen ici une petite seconde et j'essaie de vous trouver une charte. J'essaye de vous trouver une charte qui va peut-être être ici. Voilà. Donc du coup, on voit ici la quantité de cash que possèdent les États-Unis, c'est-à-dire plus ou moins la trésorerie, hein, tout simplement, du trésor américain. Eh bien, on voit qu'on a frôlé la catastrophe ici en janvier. Finalement, on avait coupé les dépenses et du coup, ça avait vraiment donné un petit peu d'air. Et là, on voyait que pour le moment, Janet Yellen, qui est la secrétaire du trésor américain, nous a dit que c'était avant le 1er juin que tout devait se mettre en place. Donc au plus on s'approche de cette deadline, on est là le 21 mai, au plus le bras de fer va être puissant. Le problème, c'est qu'il faut que ce projet-là soit voté et donc qu'il passe. Si jamais, imaginons qu'il était refusé juste avant cette fameuse deadline et qu'il ne passe pas, et bien à ce moment-là, on se retrouverait vraiment dans une situation vraiment complexe du côté américain. Ici, vous voyez les dépôts commerciaux, on est passé de 18,2 trillions à 17,1, donc on a perdu 1 trillion de dollars en termes donc qui sont sortis tout simplement des banques commerciales américaines. Ici, on voit ce que la Fed d'Atlanta nous donne comme potentiel prochain GDP. GDP, c'est le PIB américain et c'est assez étonnant, mais vous voyez que ce que nous dit, plus ou moins grâce à cet indicateur, la Fed d'Atlanta, c'est que on pourrait avoir un deuxième trimestre qui serait haussier en termes de PIB, c'est-à-dire échapper finalement à ce qu'on appellerait un hard landing, ou en tout cas pour le moment. Et ici, ce qu'on voit, du coup, je vous les fais tous d'un coup. On se fait toutes les charts que j'avais un petit peu préparées au cas où, on manquait un petit peu de relief sur cette vidéo. Et en l'occurrence, là, on voit que le marché américain est extrêmement positionné en short sur le S&P 500. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de shorts sur le S&P. C'est un petit peu la config qu'on avait on devait être par là au moment où on a eu la grosse crise financière de 2008. Donc un très mauvais sentiment sur le marché. Et donc mauvais sentiment au sens shorter. Et d'une certaine manière, c'est du coup ce qui pourrait faire que ça tient en fait. Vous le voyez ici, une fois qu'on touche à peu près les niveaux dans lesquels on était à 2008, et bien en fait ça repart longue assez fort. Donc contexte difficile, contexte qui sera en partie bien évidemment
déterminé par que va faire la Fed au prochain meeting. Est-ce que la Fed va continuer à augmenter ou pas? Et là, on regarde les perspectives finalement jusqu'en 2024. Ce qui a le plus de chances d'arriver, ou en tout cas ce que time le marché, ce que pense le marché pour le moment, vous le voyez, c'est qu'on soit dans cette ligne bleue qui est ici, donc les cases qui sont en bleu. Donc ça voudrait dire globalement ne pas nécessairement augmenter plus que ça, rester dans la zone dans laquelle on est au prochain meeting, celui du 14 juin. Ensuite, continuer la pause pour ce qui est du meeting du 27 juillet. Ensuite, continuer la pause également jusqu'au 20 septembre. Et ensuite, le marché pense que la Fed va, à partir de septembre, diminuer les taux et qu'on va revenir à un niveau nominal de taux de à peu près 3% d'ici le 11 juin 2024. Donc, c'est un petit peu un timing de l'inflation également que nous donne le marché là. Mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir ces informations concernant le sentiment. Donc, on repasse ici sur notre, je remets juste mon retour vidéo, notre petite analyse, oui, plafond de la dette, donc ça c'est inquiétant. Et la semaine prochaine, j'ai déjà fait un petit peu tout ce que nous dirait un petit peu le calendrier économique, donc on va pas le refaire aujourd'hui. Un petit hack sur Tornado Cash, apparemment c'est la gouvernance qui aurait été hackée. Personnellement, je suis pas du tout, c'est pas que je suis pas inquiet, mais je suis pas du tout, spécialiste de ce genre de choses, donc du coup je passe sur les raisons techniques de ce hack. Et troisième chose, est-ce que la France serait une terre d'asile pour les crypto-entreprises qui fuient les États-Unis? Ça rejoint un petit peu le sujet que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire potentiellement le fait que l'Europe devienne non pas un Eldorado, mais plus ou moins quelque chose qui caresse la crypto dans le sens du poil, au sens où chez nous, on a déjà quand même pris des mesures par rapport aux crypto-monnaies. Donc ça c'est fait, petit tour rapide sur l'action de prix sur Ether et globalement je pense qu'on match pas mal tout ce que nous dit BTC. Vous le voyez, c'est relativement plat en ce moment, on tient ici plus ou moins cette trend qui est une trend en daily si je me trompe pas. Oui c'est ça, on a ici une trend plus ou moins d'accumulation en daily. Il y a une possibilité sur Ether d'aller sous les 1006, c'est vraiment une possibilité parce qu'il y a pas mal de monde qui est garé en long dans cette zone-là. Si on veut pas les laisser gagner, ça voudrait dire une forte chute sur Ether, mais que peut-être Bitcoin continue à latéraliser. Est-ce que ça sera sur fond de news autour de la régulation ou ce genre de choses? Je ne sais pas. Et il y a également bien entendu une possibilité qu'Ether avant ça ou même après, pour moi je dirais plutôt avant, mais c'est mon avis, viennent revisiter les $2000. On en a déjà pas mal parlé dans la vidéo d'hier. En ce qui concerne la liquidité, c'est ce qu'on va regarder maintenant, mais avant ça, je vais vous envoyer la page de pub, comme d'habitude. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. J'en profite pour faire une petite analyse au passage de la market cap totale. Pourquoi ça? Parce que c'est intéressant de voir comment se porte la crypto dans son ensemble, puisque c'est un petit peu le sujet de la vidéo. D'une certaine manière, vous voyez que le rebond qu'on a actuellement, il s'arrête tout pile au premier arrêt, c'est-à-dire au 0,382 de Fibonacci quand on prend du top au plus petit. Certes, on a potentiellement cassé ce biseau que vous voyez là. Certes, les choses se passent plutôt bien à ce stade, mais vous voyez aussi également que on dit souvent le premier arrêt, c'est un test de la tendance, c'est-à-dire c'est normal qu'on latéralise sur ce point-là, qu'on se fasse rejeter, vous le voyez ici par pile poil le 382, c'est normal, enfin d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle un premier arrêt, c'est là qu'on s'arrête en premier. Et pourquoi ça s'appelle un premier arrêt? Parce que tout simplement, si jamais à ce stade on venait à faire un nouveau plus bas, hein, donc perdre les 15 000 sur BTC, ça voudrait tout simplement dire que ça marque une continuation de tendance. Je ne pense pas qu'on soit dans cette configuration-là. Je pense que c'est normal qu'on latéralise ici sur le 0,382 sur la market cap totale. Voilà, personnellement, j'opterais plus pour un retour dans cette zone-là, c'est-à-dire les 2 trillions. Surtout qu'on est potentiellement dans un moment où effectivement la Fed eh bien, va commencer à poser, voire réduire ses taux. Cela dit, on a une structure ici, vous le voyez, qui est plus ou moins une structure de retournement. Quand on a une épaule, une tête et une épaule comme ça, bah, ça veut dire que là, on a failli au sens faire une faillite, enfin au sens un échec. On n'a pas réussi à repasser le dernier, à concrétiser une structure haussière, vous le voyez ici. Donc attention à ça, si jamais on perd vraiment le support qui est celui le plus important et qui en gros est à l'attaque de ce creux qui est là. Si jamais on perd ici ce support-là sur la market cap totale, le perdre, ça voudrait dire tout simplement soit faire, on va dire, une bougie en weekly ou une bougie en daily entière sous ce niveau-là. Eh bien, ça veut dire que potentiellement, la destination, eh bien, ça serait que pour le moment, en fait, on vienne revisiter, sans forcément même perdre réellement ce creux-là, on vienne revisiter un petit peu plus bas, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait fait ici. Vous le voyez ici, épaule, tête, épaule. Et finalement, on le perd, le marché se reprend un petit peu, on vient égaler la deuxième épaule pour sortir un petit peu des shorters. Et là, on fait effectivement la vraie baisse qui nous emmène bien évidemment à la target. Même chose ici, si jamais je vous montre, allez, on va dire celle-ci qui est même un petit peu penchée, mais c'est pas grave. En l'occurrence, là, qu'est-ce qu'on a fait? Au moment où on perd effectivement le support, là, pour le coup, il n'y a même pas eu le rallye haussier pour venir retester la trend précédente. On a tout de suite droppé. Bon, là, c'était sur un fond de... à l'époque, je pense que c'était Terra Luna, hein. Oui, je pense que c'était quelque chose comme ça. On devait être soit sur Terra Luna, soit sur... ça, c'était FTX. Oui, donc ça devait être Terra Luna. Donc il faut bien comprendre ici qu'il faut faire attention à ce type de structure de retournement, c'est pas très joli, mais que derrière, soit on tient effectivement la ligne de coup, donc là ça veut dire qu'on n'attaque pas directement la jambe de ce mouvement, soit on vient corriger le fair value gap qui est ici, c'est-à-dire que ici le prix a délivré assez fort, assez vite, à la montée. Alors moi je le prends plutôt comme un retour élastique de cette descente là, c'est-à-dire qu'en l'occurrence là on avait engrangé tellement de shorts sur ce niveau là que c'était relativement normal de venir finalement péter le niveau, et en l'occurrence ce qu'on va regarder en ce moment, c'est est-ce que le marché est effectivement très orienté vers le short comme c'est ce qu'on a pu voir sur S&P 500, ou alors est-ce que le marché est très orienté à l'inverse, plutôt en longue, c'est-à-dire un mouvement qui va s'auto-nourrir pour finalement venir casser cette
ce support. En l'occurrence ici, est-ce qu'on a trop de longues tout simplement dans cette zone-là, ce qui veut dire que à ce moment-là, on va venir attaquer cette fameuse jambe et venir enfoncer le creux qui est ici pour essayer de chercher support, peut-être potentiellement par exemple, excusez-moi je dessine très mal à la souris, peut-être potentiellement pour venir chercher cette trend là, d'accord. Sur la market cap totale, on peut d'ailleurs la mettre en avant, je pense que c'est intéressant de l'avoir sur le graphe, c'est-à-dire ici par rapport au plus bas qui était ici, on a retrouvé un plus bas, ça c'est quand on avait revisité plus ou moins les 20 000 $, vous voyez qu'on n'en est pas très loin. Si on arrive à tenir cette trend là, hein, du coup, donc en fait on latéralise, on sort de cette grande latéralisation assez longue, puisque désormais on est dedans depuis voilà, allez, on peut compter tout ça comme une latéralisation, hein, donc sincèrement on pourrait dire qu'on est dedans depuis le 15 mars. Cela dit, la toute petite actuelle, si jamais on reste dedans, eh bien à ce moment-là, on pourrait toucher par le côté ici et éventuellement rebondir sur ce point-là. Néanmoins, j'ai quand même un petit doute sur si jamais on traîne dans cette latéralisation, est-ce qu'on n'ira pas faire un petit tour en bas avant de repartir? Mais ça veut dire quoi un petit tour en bas? Est-ce que ça veut dire 25,2? Est-ce que ça veut dire 22? C'est un petit peu la question du moment. En tout cas, sur la market cap totale, je trouve que c'est relativement propre. On a d'ailleurs pour l'instant, en tout cas si on le tient, un très joli canal ascendant. Je vais essayer de vous le mettre propre. Voilà, globalement quelque chose comme ça, où on a quelque chose de parallèle. Si jamais on tient ce niveau-là, bah, tout simplement c'est gogo les 42, 43 000 $, sans trop de problème. Si jamais on le perd, bah, bien évidemment, ça veut dire trouver support hein, finalement dans cette zone-là, potentiellement. Je pense que le support ici, vraiment, qui est relativement évident, c'est celui des 18 500 sur Bitcoin. Alors, bien évidemment, ça fait un peu mal hein, de se dire on peut reperdre ici 30%, mais ça ne remettrait pas en cause la tendance dans son ensemble que de venir finalement retester les 18,5. C'est-à-dire, en l'occurrence, ici, quelque part dans la zone entre 19 000, là où on avait eu à peu près 20 000, 19,8 et 18,5. Personnellement, je pense qu'on va tenir ce canal ascendant et je pense vraiment que la crypto va pas trop mal s'en sortir dans le contexte actuel. Cela dit, bien évidemment, attention, c'est des périodes qui sont relativement dangereuses puisque l'action de prix nous montre qu'éventuellement, eh bien, il faut être extrêmement prudent dans ces zones-là. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 38 millions de $, c'est-à-dire pas grand-chose. Pas de grosse action de prix non plus, hein, donc c'est relativement normal. Vous le voyez ici avec 10 millions sur Bitcoin, 5 millions sur Ether, autant sur PEP que sur Ethereum, c'est énorme. Donc PEP qui a énormément d'open interest bien évidemment en ce moment. Les coins autour de l'intelligence artificielle s'en sortent très bien. Malheureusement je trouve que c'est un élément qui est relativement manquant sur le rapport que je vous ai montré en début de vidéo. Mais l'intelligence artificielle se porte plutôt pas mal en ce moment. En tout cas c'est un secteur qui a plus ou moins la hype. Ici sur le carnet d'ordre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait des ordres qui étaient apparus ici aujourd'hui dans la journée et qui finalement ont disparu. Donc cette personne-là s'est ravisée. Elle voulait acheter à peu près une centaine et quelques, enfin 200 ou 300 bitcoins. Mais surtout, on a perdu une bonne partie des ordres qui étaient ici, excusez-moi, garés dans la zone des 25,2. Est-ce qu'ils ont été reportés plus bas? J'ai pas l'impression. Mais donc du coup, est-ce que c'était du spoofing? Est-ce que c'est finalement quelqu'un qui s'est dit bon, je sens pas le contexte, je me ravise au moment où ça a remonté ici, qui s'est dit bon on n'ira pas, je vais essayer par exemple de venir mettre mes ordres ici, et finalement qui s'est rendu compte que on n'irait pas non plus, et qui est peut-être potentiellement une personne qui est acheteuse et qui a l'impression de courir potentiellement derrière le train. En tout cas, ça c'est quelque chose dans le carnet d'ordre qu'on peut pas réellement appréhender comme une certitude, mais qui en tout cas, je trouve, apporte de l'intérêt quand on le regarde. Hier, on avait dit attention, potentiel, là ici j'avais pas mis ce niveau en rouge, je l'avais mis en bleu, mais c'était du rouge en fait, hein, qu'on aurait dû avoir ici. Et bien vous voyez que ce niveau a été pris. Comment on s'est construit depuis lors? On s'est construit plutôt sur du short sur toute cette période-là. Donc pour moi, on a été shorté ici. Comment je vois ça? Tout simplement en regardant le funding par rapport à l'open interest. Et vous voyez que ici, eh bien, j'ai une augmentation du prix, augmentation du nombre de contrats, mais en même temps, j'ai un funding qui drop plus ou moins. Donc ça, c'est intéressant. Attention parce qu'on reprend du levier pas mal. Ici, on était autour des 5,72. Donc on a beaucoup de contrats ici en cours, donc attention à ça. Ensuite, une fois qu'on est ici, eh bien on se construit plutôt sur du long, donc attention à ça aussi. Plutôt sur du long, un petit peu sur du short à partir d'ici. On va le mettre là.
et on a un niveau de long à prendre au plus bas, c'est-à-dire à ce niveau-là. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses en fonction de ce que me dit le funding et l'open interest, ainsi que l'action de prix. On continue sur Ethereum USDT, donc les contrats en levier sur... Ah, je crois que j'ai pas sauvé, c'est dommage, bon, c'est pas grave. Et ben, même chose, on avait mis un point de long à prendre ici, il a désormais été pris. En l'occurrence, on avait pas mal de long sur la zone ici, donc voilà, ça c'est ce qu'on avait dit hier. On a eu du short là, donc ça a été short squeezé, donc pour le moment, c'est relativement propre du côté d'Ethereum. Et là, j'ai plutôt une baisse du prix avec une augmentation de l'open interest, très léger short ici qu'on pourrait rajouter éventuellement, mais en l'occurrence, on peut vraiment penser que le niveau à prendre, c'était celui-ci et qu'il est en train d'être travaillé actuellement. En tout cas, vous voyez qu'il est en train d'être pris. Le fait que ici, on était peut-être un peu trop longué. Donc, on va le décaler sur le plus bas pour rester cohérent. On va aller voir ensuite les poches de liquidité. Vidéo qui sera un petit peu longue, mais bon, on a fait un joli point, je pense, sur ce fameux rapport de Cointelegraph. En l'occurrence, attention là, parce que ce que nous dit effectivement la chart, c'est que là, on avait plus de shorteurs que de longueurs, mais en l'occurrence, sur ici, les 5 derniers jours, on est désormais en train de passer sur un delta qui est neutre, c'est-à-dire que l'action de prix ne peut être déterminée comme potentiellement haussière ou potentiellement baissière, tout simplement parce qu'on a autant de shorteurs que de longueurs. Donc là, ce qui va déterminer la direction, c'est tout simplement le sentiment sur le marché. Est-ce qu'on a des vendeurs ou pas? On voit en ce moment également une action de prix qui se fait énormément par les vendeurs court terme. C'est-à-dire que les gens qui font l'action de prix en ce moment sont des gens qui ont acheté du Bitcoin il y a très peu de temps. Très peu de temps au sens potentiellement sur les 30 000 $ et qui sont potentiellement en ce moment très légèrement en perte. Et on voit que tout de suite, ces gens qui avaient acheté sur ce niveau-là ont tout de suite capitulé. Et c'est ça qui a donné cette fameuse chute des 30 000 aux 27. On voit vraiment que les coins jeunes font le prix. Les coins jeunes au sens ceux qui bougent ceux qui ont bougé depuis très peu de temps, ceux qui ont une maturité qui n'est pas du tout à point. Même chose sur Ethereum, donc du coup on arrive à peu près à ce niveau où finalement on peut pas dire grand chose puisque on est à l'équilibrium en ce qui concerne shorter longueur, en tout cas sur les 5 derniers jours. On va ici décaler un peu dans les time frames. Vous voyez qu'en 12 heures on a plus de shorter que de longueur, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça veut dire un retour des shorters sur les 12 dernières heures par rapport à ce qu'on regardait sur les 5 derniers jours. Ensuite on remet ici en exergue pareil la même chose au niveau des time frames. On est là sur une time frame de 7 jours, vous voyez qu'on a un cluster à prendre autour des 28, donc ça c'est intéressant. Cette semaine on a été beaucoup plus shorté que longué, ou en tout cas on a commencé à nettoyer les longues quand ils étaient là, donc du coup ça nous dit oui, sur 5 jours on est à l'équilibrium, mais quand on regarde sur une time frame de 7 jours on a quand même un intérêt à aller plus haut. Et ici, attention à ce qui est en train de verdir. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Si jamais on latéralise un peu trop dans la zone, le risque c'est tout simplement que on continue à monter dans le jaune ici, au niveau des légèrement sous les 25,2 et autour des 22,5. Pour moi, le risque il est là. Il est de dire on reste à latéraliser dans le coin et finalement on donne la chance aux longueurs de se poser en dessous, ce qui fait que finalement on fait ce mouvement. Donc oui, on laisse gagner cette partie-là, mais c'est peut-être un peu trop cher que de venir la prendre. Par contre, c'est sur la un mois, vous voyez que c'est haussier au sens où la liquidité elle se trouve plutôt au niveau des 30 500, 31 000 $, mais ça on en a déjà suffisamment parlé sur la chaîne. Ensuite, excusez-moi. Et donc du coup sur le 12 heures sur Ethereum, finalement on a on a un petit peu plus de short que de long, donc ça c'est intéressant. Et si on regarde là 7 jours, donc même analyse que sur Bitcoin finalement, 7 jours même analyse également, un peu plus de liquidité en haut, on le voit. Ah mince, je suis sur... Pourquoi Ah oui, donc du coup c'est pour ça que c'est pareil que Bitcoin, c'est parce que je suis sur Bitcoin en fait. Allez, on revient sur la 12 heures. Alors qu'est-ce qu'on avait sur la 12 heures sur Ethereum? Un peu plus de short que de long, donc effectivement oui, même analyse. Sur la 7 jours sur Ether, alors là c'est un petit peu moins haussier effectivement que Bitcoin, au sens où vous le voyez, on a pas mal de monde sur cette semaine qui a longué Ethereum, et ça revient vraiment à l'analyse que je vous disais il y a ça peu de temps. Attention à ça, puisque on commence à avoir de la valeur sur Ether qui est stocké en bas, et on le voit également sur la 1 mois, au sens où vous le voyez que sur la 1 mois ça commence à sentir le roussi pour Ether, en tout cas en ce qui concerne la liquidité. Est-ce qu'on est obligé d'aller cueillir ces mecs-là pour pouvoir monter? Oui, d'une certaine manière, je pense que c'est le cas, tout simplement parce que là, ça commence à faire du monde un petit peu dans le train, hein.
Donc attention à ça, on a en ce moment une liquidité qui est plutôt positive du côté de Bitcoin et plutôt négative du côté d'Ethereum. Est-ce que ça va nous préannoncer quelque chose, ou alors est-ce que tout simplement le marché sent que c'est plus ou moins le moment, puisqu'on est bien loin des gros niveaux d'open interest précédents. On va regarder du coup et on va élargir l'analyse sur Ethereum, puisqu'on parle de ça, autant aller faire les choses bien. Alors sur Ethereum, vous le voyez, je suis bien sur Ethereum, oui. Les très gros niveaux d'open interest, ils vont être plutôt autour des 5 milliards. Les endroits où on déleverage, ça va être plutôt cette zone-là. Là, c'est l'open interest qu'on regarde, d'accord? Là où c'est intéressant, c'est que vous comprenez ici qu'on est sur des niveaux de funding qui sont quasiment propres, hein, c'est-à-dire, bon, ici c'était probablement The Merge, mais on est sur des niveaux de funding qui sont relativement propres, c'est-à-dire un funding qui est dans l'indécision. Si je vous écarte un petit peu les choses là, vous comprenez que là, on avait énormément de valeur stockée sur Ethereum chez des longueurs, et que malgré ça, le marché est quand même allé en haut. Il y a un moment où vous avez une tendance, c'est très difficile de se battre contre, donc du coup, finalement on laisse gagner les gens qui sont effectivement de longueur en bas. Donc ça, je trouve ça intéressant. La deuxième chose, est-ce qu'on peut dire que réellement au niveau du CVD, Ethereum est en train de se reprendre? La réponse est non, on est toujours sur une tendance baissière, un funding neutre, donc ça j'en parlais aussi. Et où est-ce qu'on en est par rapport à une action de deleveraging ou pas? On va dire que par le passé, on va peut-être mettre ici un rectangle, voilà, ça va être plus propre. Par le passé, on a tendance à déleverager sur Ethereum dans cette zone-là. Déleverager, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a accumulé trop de contrats, trop de monde, et finalement, dans ce contrat-là, on voit également quelque chose de très propre, c'est cette tendance haussière de l'open interest sur Ethereum. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de contrats qui se sont ouverts. Vous voyez ici qu'on avait touché les 5,10 milliards de valeur contrats sur Ether, et que là, on a déleveragé très fort. Un petit peu comme on l'avait fait ici, hein, quand on était au top, un petit peu comme on l'a fait finalement, en fait, la zone des 4 milliards à 5 milliards est une zone de deleveraging assez conséquente. Donc ce qu'on peut éventuellement regarder là-dedans, c'est oui, on a cette espèce de borne où on deleverage, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez 1, 2, 3 fois dans le passé, on a deleveragé quand on a touché les 5 milliards. Donc est-ce qu'on peut laisser gagner ces mecs-là, rentrer encore plus de longues? C'est la question que je pose, hein. Après, voilà, rentrer encore plus de longues finalement, si jamais on avait une action de prix qui était haussière sur BTC et une action de prix qui était également haussière sur Ethereum, malgré de la liquidité en bas, est-ce que finalement on ne tenterait pas un deleveraging, donc du coup une forte baisse au niveau des 4,10 milliards, alors que là pour l'instant on est plutôt sur des zones entre guillemets de non-intérêt, ou en tout cas dans un mid-range, si on devait appeler ça un range d'open interest. Vous le voyez ici avec potentiellement, allez, on va aller vraiment au fond du sujet ici. Admettons que ça soit à peu près la borne haute du range, on va le mettre dans une autre couleur, comme ça sera bien clair. On va le mettre dans une autre couleur, on va le mettre ici en vert, et admettons que là on est la borne basse du range, en tout cas de ce qui se passe plus ou moins depuis le 1er septembre. Ici vous le voyez, on touche la borne haute, touche la borne basse, on fait une déviation en haut du range. Ici on reteste le haut du range, on redescend, on repart en haut, on redescend, déviation en bas du range. En l'occurrence pour moi, un range assez souvent c'est peut-être une figure de continuation. En tout cas on voit assez bien ici la figure haussière qui est en train de se mettre en place éventuellement. Donc soit on a plus d'acteurs qui rentrent. Si vous avez plus d'acteurs, plus de market makers, plus de monde, plus d'exchange, plus de valeur, on va accepter plus d'open interest sur des assets comme Ethereum. Si jamais c'est pas le cas, et tout simplement ce qui va se passer, c'est qu'on va redéleverager, parce que le nombre d'acteurs ne peut pas supporter de laisser gagner des traders ou des retail qui sont potentiellement dans le bon sens du courant, si vous voulez. Il y a un moment donné où il faut nettoyer un petit peu toute cette liquidité de manière à pouvoir ensuite repartir plus fermement, c'est-à-dire laisser gagner les market makers qui ont joué tous les contrats, par exemple dernièrement contre les longueurs qu'on voit en position, et potentiellement les nettoyer tout simplement en faisant une action de prix vers le bas. Donc la grande question ici, c'est tout simplement, est-ce que Bitcoin laisse gagner ses shorters qui sont à 30-31 000, mais que Ethereum vient nettoyer ses longueurs qui sont en dessous?
Ça pour moi c'est un peu la grosse question du moment. On a une belle divergence entre ce que nous dit Bitcoin et ce que nous dit Ethereum. Donc soit on part dans le principe qu'Ethereum explose, et s'il doit exploser, ça doit se faire vite parce qu'on peut plus laisser rentrer du monde. Il y a un moment donné où ça va pas être possible. Donc du coup une régulation claire, ou entre guillemets voilà un contexte qui est vraiment intéressant pour les altcoins, et je pense que ça pourrait être quelque chose une éventualité qui pourrait se poser. C'est-à-dire une petite alt season des familles. Soit tout simplement, eh bien, on fait cette fameuse baisse autour des 1500-1600 $ sur Ethereum, de manière à tout simplement pouvoir purger le marché de ces démons, c'est-à-dire la liquidité qui est en bas. Et ensuite, finalement, maintenant qu'on a mis en avant quelque part ici une structure, c'est-à-dire que je vais vous la montrer comme ceci. On va prendre ça, voilà. Plus ou moins le canal haussier que vous voyez ici. Est-ce qu'on va pas finalement déleverager un peu plus fort pour soit retourner en bas de range, soit retoucher la trend qui est celle-ci? A priori plutôt la trend. Donc en fait finalement avoir une action de prix baissière sur les altcoins d'un coup, faire une grande saison d'accumulation sur les altcoins avec un Bitcoin qui corrige mais sans plus, autour des 20. Encore une fois, l'idée serait potentiellement rester autour des 25, entre 22 et 25. Et puis derrière finalement une alt season des familles pour le coup on aurait pris la liquidité effectivement qui est en bas. Donc du coup ça permettrait tout simplement de réaccumuler. Tout le monde serait plutôt shorter bien évidemment sur les alts. Donc voilà, est-ce qu'on s'attend ici à une mauvaise nouvelle? C'est ça que je veux dire, à quelque chose qui va plomber le marché de manière à refaire à nouveau bien entendu gagner les market makers, ou en tout cas ce que certains appellent la smart money, dans ce sens, ou alors est-ce que à ce stade on s'attendrait plutôt éventuellement à avoir un Bitcoin qui augmente et une alt season tout de suite. Donc la question elle est vraiment là pour moi, elle est de dire est-ce que, de toute façon, les points sur les altcoins, on les connaît. Les points intéressants pour rentrer, on les met en avant. On voit très bien ici les points d'accumulation systématiques sur certaines altcoins. On a fait beaucoup de vidéos sur KuCoin, on a fait beaucoup de vidéos où on mettait en avant les points où c'était vraiment intéressant, et on voyait toujours que c'était légèrement en dessous du niveau actuel, qu'il y avait des points intéressants pour rentrer. Légèrement en dessous, quand j'entends légèrement en dessous, on parle parfois d'une trentaine de %, mais en tout cas, il y avait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Si jamais ça se passe bien et qu'on sort rapidement de cette latéralisation, on peut ici vraiment avoir quelque chose qui repart tout de suite. Si jamais ça se passe mal, eh bien tout simplement on sera potentiellement au retest de soit cette trend, encore une fois, là on est sur la market cap totale, mais c'est pas grave, soit éventuellement ce niveau-là, ou en tout cas voilà, d'avoir une plombée une dernière fois pour mieux repartir, en tout cas c'est mon avis. Ethereum contre BTC, puisqu'on parlait beaucoup d'Ethereum, on voit ici qu'il tient très bien sa petite trend d'accumulation. Pour le moment, celle-ci était vraiment hyper. C'est une paire moi que j'adore, Ethereum contre BTC, parce qu'elle est ultra propre en termes d'action de prix. Elle est vraiment relativement propre. Elle est moins surprenante et moins difficile à trader que beaucoup d'autres. Mais en l'occurrence, ce qu'on peut voir éventuellement ici sur Ethereum contre BTC, c'est on a ce très gros niveau qui nous rejette en permanence. Vous comprenez qu'ici je suis en daily, donc c'est un niveau qui est vieux de 2018. Et puis en l'occurrence, si jamais on repart ici fort et qu'on tient cette trend d'accumulation, on irait plutôt dans le sens inverse de ce que je vous disais, c'est-à-dire une forte correction sur Ethereum, etc. Donc la liquidité me dit attention sur Ethereum, on peut aller revisiter les 1004, 1005, et en même temps j'ai des structures et des choses comme ça qui me disent plutôt début d'une alt season dans très peu de temps, et avec potentiellement on lâche les chiens sur toute cette partie altcoin. Donc j'aurais plutôt tendance à privilégier le deuxième scénario, encore une fois, mais bien évidemment c'est une zone assez dangereuse, donc il faut faire attention à ce que vous faites, c'est-à-dire par exemple si vous avez prévu de rentrer sur une altcoin un peu obscure, ne pas hésiter à descendre votre investissement à 0,5, 1% de votre capital total d'investissement, et là je parle d'investissement, je ne parle pas de trading, 0,5, 1% pour la partie de l'investissement que vous allez mettre, et ne pas hésiter éventuellement à le faire en deux fois, c'est-à-dire bon, si vous considérez que le niveau actuel est bon, n'hésitez pas à y aller. Puisque là on a eu quand même des altcoins qui ont eu une jolie correction par rapport au Bitcoin, en tout cas qui ont un petit peu pris cher. On le voit notamment sur cet index. Ça va être une vidéo très longue, mais pour ceux qui sont encore là, au moins on va aller au bout de l'histoire. Vous le voyez ici, on est carrément à un niveau de Bitcoin Season de 4, c'est-à-dire c'est quasiment du jamais vu, je pense. Je sais pas si
Si, on est presque sur du jamais vu. Allez, les niveaux les plus petits, c'était moins 8 ici. C'est ça, hein. Ouais, moins 8 ici. Donc ça, c'était en 2018. 2019, on est allé à moins 1. 2021... on est allé, et là vous comprenez que on est allé de ce côté-là à peu près, ouais, autour de moins, autour des 10 également. Donc c'est des niveaux qui n'ont jamais été vus tout simplement depuis 2019, 2018, et je pense depuis que c'est le 3e niveau le plus bas, depuis que l'indicateur existe. On peut voir également une structure sur cet indicateur qui est peut-être perdue. On avait ici plus ou moins une trend, là vous le voyez, et là finalement on est en train de pousser très fort en Bitcoin Season. Pourquoi ça? C'est la régulation qui fait ça, hein. C'est tout simplement en ce moment finalement si vous investissez sur du Bitcoin, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire en termes de régulation par rapport au reste. Si vous investissez sur de l'Ethereum ou des altcoins, vous ne savez pas si vous êtes dans le contexte d'une securities ou d'une commodité. Bitcoin a été communément admis comme étant une commodité. Bitcoin aussi tire un petit peu son épingle du jeu en ce moment parce qu'il y a un bank run, donc vous avez aussi certaines personnes un bank walk plutôt, puisque ça se fait tout doucement, mais vous avez certaines personnes qui potentiellement retirent leur argent des banques pour le mettre dans du Bitcoin asset s'il en est avec une certaine rareté programmée. Donc au minimum vous vous dites bon je vais prendre 10% de mon patrimoine total et je vais le mettre plus ou moins sur un ledger. Ça vaudra peut-être toujours mieux que de l'avoir à la banque à terme, puisque si jamais on a une hyperinflation ou ce genre de choses, oui, effectivement, et c'est ce qu'on avait vu quand on avait étudié la vidéo du mec qui disait je vous prends le pari que Bitcoin sera à 1 million de dollars dans 3 mois. Si Bitcoin est à 1 million de dollars dans 3 mois, ça veut dire que tout simplement vous achetez une baguette de pain à 1000 dollars, donc c'est un petit peu dommage, ça n'a pas réellement ici de sens que de souhaiter ce genre de choses. Waouh, j'ai fait 53 minutes et j'en suis désolé. En tout cas, on est vraiment bien rentré, je pense, dans le détail. Vous voyez ici mon avis et j'ai développé assez longuement, mais malheureusement, j'ai pas forcément ici la capacité de synthèse de vous dire ça tout d'un coup et en 2 phrases. Ça nécessiterait du montage, mais j'ai pas du tout envie de le faire. Donc du coup voilà, moi ce qui m'amuse en faisant cette chaîne, c'est tout simplement de vous donner mon avis sur des tas de choses. Je pense aussi des charts intéressantes, des sujets intéressants, mais je suis pas nécessairement ici intéressé à vous faire un truc tout parfait aux petits oignons. Donc malheureusement, il faudra cultiver votre souffrance si jamais vous voulez continuer à voir la chaîne. Et c'est comme ça. Eh bien, je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo déjà de faire un appel éventuellement au like. Si vous êtes resté jusque là, mettez un like, je pense que c'est important. La deuxième chose également en fin de vidéo, j'ai pour habitude de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera de dire... tiens, est-ce que vous avez déclaré vos impôts? Personnellement, je suis passé par là il y a de ça quelques jours. Ça faisait plusieurs semaines que je le préparais et que je préparais un petit peu tous les documents, toutes les choses, etc. C'est relativement long en ce qui me concerne parce que j'ai, on va dire, un statut qui est relativement spécifique. Mais voilà, est-ce que vous avez bien pensé à faire tout ça et est-ce que vous en êtes bien sorti avec toutes les petites cases et toutes les petites choses qu'il fallait remplir? Question à la con. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse sur le Bitcoin et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.